Azaïs Kalsi est avec nous, bonjour. Bonjour Philippe. Naturopathe et directeur pédagogique et scientifique de l'Institut européen d'études et de recherche en thérapie holistique. Azaïs, ça faisait longtemps que vous m'en parlez, mais aujourd'hui vous avez tenu à nous présenter un des pionniers des huiles essentielles. Il s'appelle Pierre Francôme. Vous êtes le bienvenu sur Beurre FM, monsieur Francôme. Bonjour. Ça fait quoi d'avoir raison avant tout le monde ? Ça fait quoi ? Plus de 40 ans que finalement vous vous intéressez à la recherche des huiles essentielles. Autant dire qu'aujourd'hui, il y a un formidable engouement des huiles essentielles. Au début, c'était ringard. Il y avait vraiment une petite communauté de gens qui s'intéressaient à la médecine naturelle. Et aujourd'hui, il y a un vrai boom des huiles essentielles. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir eu raison et d'avoir prêché pendant le désert pendant tellement d'années ? C'est vrai que c'était très compliqué au tout début. Donc, on était un petit peu les pionniers à l'époque. Voilà. De la recherche sur les huiles essentielles. Oui, de la recherche. De la recherche, mais aussi, qui dit recherche, dit ensuite application. Voilà. Et donc, bien que au tout début, le corps médical était très intéressé. À l'époque, j'ai formé à peu près plus de 1000 médecins et pharmaciens, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu... Parce que vous êtes pharmacologue et... et aromatologue. Voilà. Et donc, il y a eu donc, à un certain moment ce qu'on appelle le déremboursement de ces préparations magistrales, qui fait que l'aromathérapie est retombée à zéro. Voilà. Et aujourd'hui, donc, elle reprend, je dirais, beaucoup d'importance, à telle enseigne que dans toutes les pharmacies aujourd'hui, les huiles essentielles sont en première ligne, je dirais, face aux clients. Aujourd'hui, on en connaît combien des huiles essentielles ? On en a découvert combien à peu près ? Écoutez, moi j'ai travaillé à peu près sur plus de 300-350 huiles essentielles différentes. D'accord. Ce qui est énorme. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les huiles essentielles répondent à tous les problèmes de santé de la société actuelle ? Alors, il faut pas exagérer non plus. On peut résoudre beaucoup de problèmes, mais il y a des plages qui sont réservées à la phytothérapie. D'ailleurs, phytothérapie, aromathérapie, je dirais, collaborent. C'est des cousins. C'est des cousins germains. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on pourrait quasiment tout soigner avec ce spectre-là ? Ou il y a vraiment encore des domaines où on a besoin des médicaments, enfin de ce qu'on appelle l'allopathie ? Alors, je ne suis pas contre l'allopathie. Je suis surtout pour la médecine, comme on appelle, intégrative. C'est-à-dire qu'on ne ferme pas de porte. Si un jour il y a besoin, dans l'urgence, je dis dans l'urgence, besoin d'un médicament allopathique, on ne ferme pas la porte, évidemment. Voilà. Mais dans beaucoup de situations, en réalité, on peut très bien s'en passer. Regardez aujourd'hui le scandale sur les médicaments. Vous savez qu'il y a à peu près 15 à 20 000 personnes qui meurent chaque année suite à la prise de médicaments. En aromathérapie, aujourd'hui, on en connaît aucun. À la prise de médicaments, pourquoi ? À cause des interactions ou parce que... Parce que c'est toxique. Les médicaments ce sont des poisons qui veulent guérir, mais beaucoup sont extrêmement néfastes pour la santé. Ce qui n'est pas le cas des plantes, parce qu'une plante mal utilisée, finalement, on obtient le même résultat. On meurt. Alors, je vais donner un petit bémol. On évite bien sûr les plantes toxiques, évidemment. Voilà. Mais les huiles essentielles, je dirais, utilisées traditionnellement, je dirais, n'ont jamais aujourd'hui généré un seul décès. Vous travaillez sur la recherche sur les huiles essentielles. Qu'est-ce qu'on continue à découvrir ? On continue aujourd'hui d'en découvrir de nouvelles ? Alors, on continue, bien sûr. Alors, je parcours la planète pour rechercher de nouvelles plantes. Et j'en découvre de temps en temps. Donc, et j'essaye de trouver des plantes qui complètent un petit peu l'arsenal thérapeutique que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Voilà. Donc, alors, le champ d'action des huiles est très large. Alors, la première carte de visite des huiles essentielles, ce sont les pathologies infectieuses. Voilà. Et en premier lieu, les pathologies virales. Alors, c'est intéressant parce qu'en allopathie, il n'y a quasiment aucun médicament pour soigner les infections virales. Voilà. En aromathérapie, oui, on en a beaucoup. D'autant que, je vais être un petit peu technique, il y a deux catégories de virus. Il y a les virus, je dirais, donc, qui sont, que l'on appelle nus. Ils n'ont pas d'enveloppe autour d'elles. Et puis, la majorité, ce sont des virus enveloppés. Ils ont une enveloppe qui les entoure. Et ces virus-là sont systématiquement vulnérables au niveau des huiles essentielles. C'est le cas de la grippe, par exemple. Qui se soigne facilement par aromathérapie.
Alors qu'aujourd'hui, on dit vous prenez un aspirine et vous attendez que ça passe. En gros, quand on a une grippe. Oui, on peut aller plus vite que d'attendre que ça se passe. Ça se soigne comment une grippe en aromathérapie? Et surtout, les personnes un peu âgées, débilitées, qui sont des personnes à risque, où l'aromathérapie prend toute sa valeur. Mais alors, ça se soigne comment une grippe avec l'aromathérapie? Alors, le plus simple, vous savez que le virus s'installe dans les voies respiratoires supérieures, voilà, et là, donc, par respiration, donc par petites séances d'aérosol thérapie, vous neutralisez le virus. Tout simplement. Là, c'est inhalation. C'est inhalation, tout à fait. Et quelle est l'huile qui est utilisée dans ces cas-là? On en a plusieurs. Oui. Alors, partagez avec nous vos connaissances, Pierre Fancôme. Bon, eh bien, écoutez, celle qu'on a beaucoup utilisée avec succès s'appelle le Ravinsar en malgache. C'est donc un cinnamomum camphora. Il n'y a pas de camphre dedans. Voilà, donc, qui contient de l'eucalyptol, du terpinéol, etc. Extrêmement actif. Et donc là, on soigne une grippe en combien de jours? En général, déjà la première journée, vous contrôlez la pathologie. En 2-3 jours, c'est à peu près terminé. D'autres, oui. À quel moment en fait, on peut utiliser en fait, le Ravinsaré et surtout la façon dont on l'utilise? Tu parlais d'inhalation. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modes d'utilisation du Ravinsaré pour la grippe? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis là, tu dis que l'aromathérapie, c'est facile. Oui. Il vaut mieux prévenir... Parler aussi des contre-indications dans l'utilisation. Tout à fait. Oui, alors par la voie respiratoire, c'est le plus actif puisqu'on est en contact direct. Voilà. Donc c'est supérieur encore à la voie cutanée ou à la voie orale. Donc, mais c'est quoi? On se met sur sa casserole avec une serviette sur la tête? Alors ça, alors ça, c'est le système grand-mère qui marche très bien. Mais ma grand-mère faisait ça et voilà. Voilà. D'autant plus que la vapeur d'eau est déjà elle-même antivirale. Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais on peut très bien aussi utiliser ce qu'on appelle un diffuseur d'arômes. Voilà, on se met devant, on respire quelques minutes, on arrête, on reprend plusieurs fois dans la journée. Alors, combien de temps l'inhalation? Parce que c'est vrai, comme tu viens de le dire, la vapeur est un vecteur de transport justement pour ces molécules actives. Combien de temps sous... Alors, c'est pas très longtemps, mais répété. Parce que le virus, lorsqu'il ressort de la cellule, je dirais, dans laquelle il s'est multiplié, et devient vulnérable. Et donc, on a intérêt à répéter plusieurs fois dans la journée plutôt que de faire une séance très longue. La saison a démarré plus tôt que prévu, celle de la gastro. Oui. Quelle est l'approche les huiles essentielles ont-ils de la gastro? Alors, dans la gastro, vous avez également toujours une application virale. Et donc, là aussi, l'aromathérapie est très intéressante, mais cette fois-ci, prise par voie orale. C'est-à-dire qu'on va utiliser, par exemple, 1 à 2 gouttes d'huile essentielle que l'on va mettre sur un comprimé neutre et que l'on va avaler. Et à ce moment-là, donc, elle va faire son effet directement au niveau de l'intestin. Alors, si on n'a pas de comprimé neutre, quelle huile végétale on peut utiliser et quel est le mode d'utilisation avec l'huile végétale? On peut utiliser tout simplement une huile végétale, alors plutôt à oméga 3, si c'est possible, donc comme la cameline par exemple, mais on peut utiliser aussi du miel. Ça marche très bien. Donc, 1 à 2 gouttes dans une petite cuillère à café, et puis on le susurre, on l'avale. Et donc, c'est de l'huile essentielle de quoi? Alors, des huiles essentielles peu agressives, par exemple, un thym vulgaire. Alors là aussi, on va rentrer dans un petit peu quelque chose d'un peu scientifique. Vous savez qu'en fonction du lieu où vous récoltez le thym, eh bien, ses composants sont différents. Voilà. C'est ce qu'on appelle chez nous les rats chimiques. Voilà. Donc le thym qui est récolté dans le sud de la France, en Haute-Provence, dans les Corbières, etc., n'ont pas du tout les mêmes composants ni les mêmes propriétés. Donc là, il s'agit d'un thym très doux, qu'on appelle un thym à linalol, qui est une molécule, je dirais, classique en aromathérapie, molécule qu'on retrouve d'ailleurs largement dans la lavande officinale. Voilà. Et donc, vous n'avez pas du tout cette impression d'irritation lorsque vous prenez cette huile essentielle. Quels sont les modes aujourd'hui avec lesquels on peut utiliser les huiles essentielles? Vous avez parlé par exemple des inhalations tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le mode par voie orale, c'est ce qu'il vient de dire. Mais alors, la voie orale, est-ce qu'il existe l'équivalent de comprimés d'huile essentielle? Oui. Non, là, alors, ce qu'il existe, ce sont des comprimés neutres qui permettent de faire sa propre formulation, si j'ose dire.
C'est-à-dire sur ce comprimé, on va mettre une goutte ou 2 gouttes, ou une goutte de l'une, une goutte de l'autre. Et alors, plusieurs techniques. Soit on le laisse fondre, je dirais, sous la langue. Voilà. À ce moment-là, les petits capillaires qui sont donc dans la bouche, si vous voulez, vont servir de passage aux huiles essentielles. Et dans les minutes qui suivent, ces huiles vont circuler dans l'organisme. Soit on le laisse fondre sur la langue. Et à ce moment-là, vous avez donc un flux de molécules qui vont passer par l'arrière du nez, voilà, pour dégager le nez. Pour les personnes, par exemple, qui ont le nez complètement bouché. Voilà. Ou bien alors on l'avale pour agir directement sur la flore intestinale qui est souvent très perturbée. Aujourd'hui, avec leur succès, les huiles essentielles, il y a quand même quelques incidents, puisqu'il y a des précautions d'usage à utiliser. Ça, il faut l'expliquer, le répéter. Il faut quand même se former à l'utilisation des huiles essentielles. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça du jour au lendemain. Oui, alors tout à fait vrai. Il faut être très prudent dans plusieurs cas, en particulier les femmes enceintes. Ça, c'est logique. Bien qu'un médecin avertit, lorsque cette personne a une pathologie sévère, il faudra bien sûr traiter. Voilà. Également les très jeunes enfants, donc où il faut être également très prudent. Nonobstant que par voie cutanée, par exemple la plante des pieds, on peut toujours très bien mettre une petite goutte d'huile essentielle pour traiter le bébé, par exemple. Hein. Voilà. Mais là, il faut être compétent. Donc laissez le professionnel faire ses propositions. Bon, vous avez écrit plusieurs livres, hein, vous, sur l'utilisation des huiles essentielles. Si on veut lire un livre de vous qui nous permette de débuter. Alors, je n'ai pas écrit de livre grand public. Je sais que c'est une erreur. Vous n'avez toujours pas fait les huiles essentielles pour les nuls ? Non. Je sais que c'est important, mais j'ai surtout écrit pour les professionnels qui servent de relais face au public. Je pense que ta question, Philippe, et la réponse de Pierre expriment bien le fait que, au-delà du fait que tu n'as jamais rencontré de mort par l'utilisation, ou de décès plutôt par l'utilisation des huiles essentielles, ça montre quand même que c'est une pratique difficile et qui peut être dangereuse. Donc c'est pas aussi simple que ça. Alors, ça dépend sur quel type de pathologie on veut soigner. Par exemple, pour les mères de famille, vous avez des enfants qui chutent par terre ou qui se mettent le doigt dans la porte, hématome. Bon, et bien ça, c'est à la portée de toutes les mamans. Il y a 2 huiles essentielles magiques. La première, c'est l'amande poivrée. Vous en mettez un peu sur l'endroit qui a été lésé. La douleur cesse dans les 2-3 minutes. Et ensuite, on met des huiles essentielles d'immortel, où là, il n'y a plus de bleu. Donc, l'hélicryse. C'est l'hélicryse. L'hélicryse italienne. Oui, voilà. Donc, il y a des recettes, je dirais, qui sont faites pour les familles. Un mal de tête, tout simple. Un petit peu d'huile essentielle sur le bout des doigts. On frotte le front, les tempes. On répète 5 minutes après. Quasiment toujours, le mal de tête va s'estomper. Alors, je parle des vrais céphalées. Hein. Je ne parle pas des migraines. Les migraines, c'est très particulier. C'est quand on a mal que d'un côté, si vous voulez, et c'est génétique. Et donc là, il n'y a pas d'approche en aromathérapie ? Non, ni dans aucune thérapeutique. Qu'est-ce que vous prenez comme huile essentielle en cas de céphalée, donc en cas de maux de tête ? C'est l'amande poivrée, tout simplement. Toujours, hein, Toujours, oui. On n'a pas trouvé mieux. Vous êtes celui qui a découvert l'usage thérapeutique de plusieurs huiles essentielles. Comment vous procédez ? Comment vous vous dites, tiens, ça va soigner ça ? Alors, on se réfère d'abord à l'usage traditionnel. Voilà, donc lorsque je visite les pays, je trouve des plantes, eh bien, je questionne les tradipraticiens, etc., pour savoir quel est l'usage qu'ils en font. Et puis ensuite, quand on revient donc en France, eh bien, on va commencer à étudier l'huile essentielle. D'abord la chromatographie pour savoir qu'est-ce qu'elle contient, et puis ensuite faire des tests in vitro, je dirais, pour confirmer ou infirmer ce qui a été donné par le tradipraticien. Et puis souvent, on découvre d'autres propriétés. Parce qu'on fait des criblages assez larges qui nous permettent de découvrir... Alors un criblage, c'est... Un criblage, c'est-à-dire, on fait des essais au niveau des propriétés anti-infectieuses, anti-inflammatoires, antalgiques, etc. Donc on ouvre le champ pour découvrir si
hormis la propriété donnée par le tradipraticien, il n'y a pas d'autres intérêts au niveau de la plante, et c'est souvent le cas.